2, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Levez la main si vous m'entendez. Parfait, un petit pouce. Eh bien, c'est très bien, on va débuter. Eh bien, écoutez, enchanté tout le monde. Moi, je suis Tony Audouin, le responsable channel chez Kaspersky France, accompagné de David Touzeau, notre avant-vente. Et ensemble, justement, nous allons évoquer le sujet sur booster votre firewall avec la Threat Intelligence. Et oui, c'est possible. C'est possible avec nous. Alors, avant de commencer d'aller sur le sujet, à propos de nous, donc Kaspersky a été créé par Eugène Kaspersky, notre fondateur. Donc Eugène est d'origine russe, qui a créé sa société en 97, donc plus de 27 ans d'expertise. Aujourd'hui, on est présent sur plus de 30 pays et on distribue nos solutions sur plus de 100 pays directement. On compte un peu plus de 9 millions d'activations de produits par an. Et on est à travers le monde plus de 5000 spécialistes, dont en France, nous sommes à Rueil-Malmaison avec presque un peu plus de 50 personnes. Notre renommée sur la partie entreprise est à la fois sur de la TPE, PME, entreprise, mais aussi on s'adresse à l'industriel et à du grand compte. On compte aujourd'hui un peu plus de 1 milliard d'appareils qui sont protégés en Kaspersky à travers le monde. Et sur la partie entreprise pure, plus de 200 000 clients. On va à la fois, par rapport à notre portfolio, protéger les environnements endpoint, cybersécurité sur les postes de travail serveurs. Donc on va évoquer la partie EDR, NDR, XDR, bien entendu. Mais pas que, on va avoir aussi des protections sur les environnements virtuels, sur des environnements aussi de conteneurs. On a aussi du SIEM, protection SIEM, et également la partie industrielle. On va avoir une solution très spécifique pour la partie Indus. Notre renommée fait aussi que derrière, on est souvent en collaboration avec Interpol, l'Appel de Paris, Afripol, auxquels voilà, nos experts sont sollicités pour justement les aider dans la communauté cyberattaque, pour justement les aider à contrer les menaces. On a fait plusieurs interventions sur Interpol, Afripol, le plus connu que depuis, on va dire, qui peut parler à tout le monde et les JO 2024. Voilà, on a collaboré avec justement les instances pour justement bloquer toutes les attaques sur cette partie-là. Mais pas que, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, côté Afrique, avec l'Afripol qui s'est créé depuis quelques années, nous sommes aussi intervenus et nous avons aussi eu plusieurs interventions durant différentes années. Et cette année, on a aussi un démantèlement d'une infrastructure d'un vol d'information avec des arrestations qui ont saisi plus de 26 pays dans le monde sur cette menace. Alors, côté Threat Intelligence recherche, comme vous avez pu le voir, on a plus de 5000 collaborateurs. Et notre ADN, en fait, c'est que 50% de notre masse salariale font partie de la R&D. Et on a une équipe très spécifique d'experts de recherche qu'on appelle le GRET, qui va justement aider à analyser et à savoir si cette menace est connue ou pas, et qu'est-ce qu'elle fait, avoir un tout type d'informations, parce qu'aujourd'hui, voilà, lorsque vous avez une menace inconnue, c'est ça la grosse problématique, c'est savoir et avoir autant d'informations pour mieux se prémunir. Aujourd'hui, nous, notre équipe d'expertise, vous avez en fait 5 cellules. On va avoir une équipe de chercheurs d'analyse, une équipe de chercheurs sur les menaces aussi spécifiques, une équipe dédiée aussi sur les technologies d'intelligence artificielle. On va avoir une équipe aussi spécifique dédiée sur la partie ICS. Donc ICS, c'est sur la partie industrielle, contrôle sécurité, contrôle système. Donc là, on parle directement sur des menaces industrielles, parce que oui, vous avez des cyberattaques sur ces environnements. Et on va avoir aussi des équipes de chercheurs sur la partie sécurité service, sur par exemple la partie MDR là-dessus. Donc tout ça fait
que derrière, il y a une collecte d'informations très importante auquel on va pouvoir, avec nos outils, équiper par exemple des environnements de SOC également. Donc quand on parle globalement de threat intelligence, c'est vrai qu'on pense tout de suite à des grands comptes de 440 derrière, mais pas que. Vous avez aussi des gros intégrateurs qui ont monté leur équipe et qui en ont besoin. Nos chercheurs aujourd'hui, on va pouvoir détecter, l'année dernière, on a détecté presque 5 milliards de cyberattaques. Et chez Kaspersky, par jour, on détecte presque 500 000 nouveaux fichiers malveillants. À titre de comparaison, en 1996, c'était 1 par jour. Vous voyez la grosse évolution. Donc aujourd'hui, tout type d'entreprise qui ne se prémunit pas et qui ne se protège pas, en gros, vous ouvrez vos portes de maison derrière pour que tout type de passants puisse, on va dire, y rentrer et prendre ce que vous voulez. Donc c'est important de sensibiliser. Aujourd'hui, on est sur, on va dire, une ère multiconnectée. On recense, on va dire, en objets connectés, plus de 50 milliards d'objets connectés dans le monde. Voilà, votre téléviseur, votre machine à laver, votre frigo va être connecté. Et malheureusement, ce sont des objets sensibles qui vont être utilisés par des hackers pour pouvoir justement atteindre des informations ou les utiliser pour émettre des cyberattaques. Donc pour cela, c'est très bien. Aujourd'hui, dans une entreprise, c'est important de pouvoir se protéger. Et aujourd'hui, voilà, la threat intelligence, comme je vous l'expliquais, c'est vrai que ça peut faire peur. Donc c'est toute la partie renseignement de nos analyses et de nos chercheurs, et qui sont souvent utilisés par ces très grosses structures. Et en fait, on a, nous, développé un service qui va pouvoir justement s'adresser justement au firewall. Donc c'est très bien de pouvoir compléter votre infrastructure en cybersécurité, mais on a réfléchi à dire comment on va pouvoir justement booster votre firewall qui est mis en place pour augmenter, on va dire, vos taux de détection sur la partie, par exemple, IP ou URL là-dessus. Et là, je vais laisser peut-être la main auprès de mon avant-vente qui vous l'expliquera un peu plus en détail et je reviendrai vers vous. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des firewalls sont des firewalls qu'on appelle de nouvelle génération, des next-gen firewalls. Alors, les constructeurs ont fabriqué ce type de firewall pour en fait créer un écosystème, à la fois un écosystème applicatif dans leur pare-feu, et à la fois un écosystème autour du pare-feu, pour que le pare-feu puisse communiquer à la fois avec des éléments externes, un SIEM ou un SOAR ou quelque chose, ou qu'il puisse communiquer avec le protocole. Le souci de tout ça, c'est que lorsque vous faites monter donc les paquets IP vers la section protocolaire, vous baissez à peu près de 80% la capacité d'un pare-feu au niveau de sa puissance. Donc il va multiplier par 90% sa puissance. Quand vous regardez vraiment, quand vous prenez un pare-feu, on va surtout vous demander quels sont les add-ons et les add-ons protocolaires que vous allez utiliser pour, autour du pare-feu. Hein. Donc quand on est en couche 3, c'est-à-dire j'ouvre les ports, je fais de la transmission de paquets, les pare-feux sont très bien réglés. C'est très difficile quand sur un système d'exploitation de régler le noyau entre une augmentation des trames IP et une augmentation de la puissance applicative. Ça, vous avez des difficultés. Prenez par exemple, mettez un antivirus sur un pare-feu pour faire à la fois du déchiffrement SSL, à la fois du déchiffrement des pièces jointes SMTP qui viendraient sur votre pare-feu. Là, vous passez en protocolaire. Donc tout l'objectif, en fait, pour les éditeurs de pare-feu, c'est d'éviter au maximum d'envoyer un trafic illégitime dans la partie protocole. Ça ne sert à rien d'envoyer une attaque vers un serveur web. Le serveur web, il va pouvoir corriger cette attaque si lui, là, il a des contre-mesures. Par contre, c'est dommage, le pare-feu aurait pu bloquer carrément l'adresse IP. Comme ça, il n'y a pas de remontée de protocole, le site web il n'est pas attaqué. Au revoir, merci. Donc, pour ce faire, ce qu'ont fait les constructeurs de pare-feu, et a complètement raison, ils ont rajouté des systèmes de réputation. Et vraiment à raison. Les systèmes de réputation, c'est quoi? C'est d'essayer d'indiquer
par un protocole très simple, soit par un protocole de fichier, soit par résolution DNS, si une adresse IP, elle est légitime ou pas. Elle n'est pas légitime, je la rejette. Elle est légitime, je transfère le paquet ou je vais plus loin, je vais faire de l'IDS, je vais regarder le niveau de certificat, je vais regarder le SSL, je vais faire du déchiffrement. Et là, j'ai toute l'armada de puissance qui va se mettre en route. Alors, tout ça, ça a bien fonctionné pendant les dernières années. Et ils sont très forts. Ils sont très forts parce qu'ils ont, si vous prenez Fortinet, vous prenez Palo Alto, ils ont une communauté de clients. Ils ont une infrastructure qui permettent en fait de détecter et d'emmagasiner une base de connaissances d'adresses IP malveillantes. Mais en fait, leur système et leur écosystème est là pour détecter du bruit. Un pirate, lorsqu'il va cibler, attaquer, il ne va pas se montrer. Donc tout l'écosystème qui est fabriqué, qui fabrique, ne sert pas pour ce genre de choses. Il sert évidemment, et ils ont raison, et il le faut, pour aller bloquer en fait la nuée de mouches qui va attaquer votre pare-feu. Et celle-là, bien entendu, cette nuée de mouches, il faut effectivement l'éliminer. Mais la grosse problématique, c'est que dans cette nuée de mouches, vous avez la mouche alpha, on appelle ça. C'est-à-dire, vous avez l'adresse qui, elle, lorsqu'elle va attaquer votre pare-feu, alors généralement c'est comme ça, c'est qu'on cible un secteur d'activité, et puis on va attaquer pendant une période très très courte, en fait, l'ensemble de ces secteurs d'activité, et on se retire. Donc ça, les constructeurs de pare-feu qui voient le monde n'ont pas la capacité de voir à l'instant T et le moment de la propagation de cette attaque. Après, je vais vous expliquer comment nous, on va pouvoir résoudre ce problème-là. Pourquoi? En fait, les attaquants, ils ne ciblent pas une masse de firewall, ils vont uniquement cibler une partie. Voire même que leur comportement se rapproche d'adresses légitimes. Lorsqu'ils vont créer leur infrastructure, ils vont créer leur infrastructure de serveurs et leur infrastructure d'IP publique au moment de l'attaque. Donc il faut bien entendu faire une réflexion et faire une recherche avant. C'est à partir du moment où ils commencent à créer leur infrastructure, qu'ils commencent en fait à se réunir en équipe, qu'ils commencent en fait à voir les investissements, parce que c'est des investissements lourds hein, pour les attaquants. On commence à les détecter, on commence à travers cette enquête, à dire voilà, c'est cette tranche d'adresse IP, c'est cet AS qui va être utilisé, et on va le renseigner pour qu'on puisse le détecter. Donc, ces bases de réputation, les bases de réputation des firewalls de nouvelle génération sont importantes, elles sont nécessaires, mais elles ne font pas tout, elles ne font pas en fait ce type d'attaque. Donc, pour ce faire, les firewalls de nouvelle génération ont cette particularité, c'est de pouvoir, soit recevoir des informations, soit aller rechercher les informations. Aujourd'hui, tout firewall qui se respecte peut aller récupérer par HTTP, par FTP, une liste de fichiers. Et ce fichier-là, vous pouvez l'intégrer dans un objet et dire au pare-feu, ben voilà, si ça vient de tel port ou ça vient de ENI vers mon réseau, et que ça fait partie de cet objet qui est un objet dynamique et qui est un objet qui récupère en fait une liste d'adresses de façon régulière, eh ben, je vais mener telle ou telle opération. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les firewalls de nouvelle génération ont ce type de choses-là. Donc en fait, c'est très flexible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous oblige pas à bloquer. Vous pouvez dire, OK, moi je récupère une liste. Cette liste-là, c'est un objet. Et cet objet va notifier en fonction de telle source, telle destination. Alors, nous, ce qu'on propose comme mise à jour, on propose plusieurs types de fichiers. Bien sûr, vous y voyez les différents firewalls dont nous sommes. Alors la liste, elle augmente tous les jours, hein, parce qu'il s'agit juste d'une liste d'adresses IP, mais particulière, qu'il faut mettre à jour presque entre toutes les 3 à 5 minutes. Hein, c'est pas je récupère une liste une fois toutes les 24 heures, hein, une grosse liste, c'est vraiment... Et dans cette liste, vous allez avoir
une centaine, une cinquantaine d'adresses IP. Mais attention, c'est vraiment les adresses IP des mal alpha. Hein, on n'est pas là pour dire on va remplacer la liste des 5 millions d'adresses malicieuses qu'il y a disponibles sur GitHub pour vous bloquer. C'est pas du tout ça. C'est vraiment ces listes-là, attention, elles sont dangereuses parce qu'on sait qu'il y a des attaques qui se préparent sur ces AS, sur cette tranche d'IP. Donc ces adresses sont disponibles pour deux modèles, des adresses IP publiques, mais aussi des sites web. Pourquoi? Parce que les sites web vont être des outils de ces attaques. Soit pour aller forcer un ordinateur compromis à aller télécharger un fichier, soit pour effectivement une mise à jour, soit pour faire une attaque de phishing, par exemple. Donc, dans une attaque de phishing, vous allez créer plusieurs serveurs sur IP public, y mettre plusieurs domaines, et donc nous, on va lister en fait ces domaines-là dans un fichier. Donc, vous avez deux types de fichiers, donc adresse IP et liste de domaines. Les protocoles de communication sont simples, HTTP, FTP, et puis on peut faire du stick, du taxi, de l'EDL, et on est compatible pour toutes les signatures Suricata ou les produits qui sont à base de Suricata Snort, en fait. Hein, si vous voulez rajouter ce genre de liste plutôt dans un IDS qu'un pare-feu. Petite précision justement en termes de compatibilité sur les firewalls nouvelle génération, parce que la liste n'est pas complète. En natif, ça veut dire qu'en fait sur les firewalls que je vais vous citer, vous rentrez dans le menu et vous avez la possibilité d'ajouter des connecteurs externes. Ça ne veut pas dire que les autres firewalls ne sont pas compatibles. Si elles gèrent les protocoles des formats que David vous a cités, Stick Taxi, c'est bien entendu compatible. Aujourd'hui, en natif, vous allez avoir Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, Cisco, Sophos, Broadcom, bien entendu Suricata et Usurgate. Voilà, aujourd'hui, ce sont les dernières mises à jour de compatibilité native que vous retrouvez sur les menus et auxquels vous allez pouvoir intégrer nos services directement. Bon, le format le plus connu, c'est des adresses IP séparées par un retour chariot, en format texte. Ça, n'importe quel firewall, effectivement, est capable en fait de traiter ce genre de données. Alors, des tests, bien sûr, on a effectué des tests sur les firewalls en fait, les plus connus. Donc, on a eu un test de départ, un taux de détection de FortiGate qui était de 47,7%, par exemple, sur 1000 règles présentes. Et avec la liste, en fait, on est monté à un taux supérieur à 2 plus à 52. Hein, on passe de 47 à 52, c'est qu'on a rajouté 52% de plus. Hein. C'est des tests laboratoires qu'on a effectués nous-mêmes. C'est direct que nous connaissons sur nos databases. Et du coup, on les a injectés sur les FortiGate pour voir qu'est-ce qu'ils détectaient par rapport à notre réputation. Alors, vous avez la même chose avec Palo Alto. Alors, attention, ce sont des tests qui ont été effectués à une période donnée, à une chose donnée. Donc, en fait, c'est juste pour vous donner les ordres de grandeur. Hein, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein. In fine, les gros points forts du coup d'utiliser justement notre service, c'est d'augmenter justement votre taux de détection sur tout ce qui est IP URL, qui va vous limiter à la fois on va dire la partie zéro taux de positif. Ces données, c'est important de le préciser, elles sont 100% vérifiées. C'est pas uniquement une blacklist qu'on vous communique. Et voilà, et c'est fini. C'est-à-dire qu'une IP peut très bien être malveillant parce qu'un groupe d'attaquants les utilise et 30 minutes après, elle est plus malveillante parce qu'elle n'est plus utilisée. Donc entre deux, vous avez un update des machines parce que vous allez mettre une règle comme quoi vous recevez une mise à jour toutes les 5-10 minutes. Et dans ces cas-là, ce qui a été détecté et bloqué ne sera plus bloqué parce qu'elle n'est plus malveillante. Donc ça, c'est réellement important dans le sens où ça va vous aider dans le quotidien. Facile à intégrer parce que la terme d'intégration, elle se passe en 5 minutes. D'accord, c'est dans l'interface, connecteur externe. Et ensuite, après, avec la licence qu'on vous fournira, vous avez juste un login et mot de passe.
Donc ça prend 5 minutes en chrono. Ça réduit aussi votre taux de délai de taux de détection. L'intégration directe via les firewalls que je vous ai cités également, mais pas que, parce que de plus en plus les firewalls se mettent en nouvelle génération et ont la capacité d'intégrer des connecteurs externes. Le plus important aussi, c'est que ça vous permet d'augmenter votre taux de détection qui peut aller jusqu'à 45% selon nos tests. Mais réfléchissez, même 10%, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de travail? N'oubliez pas que le firewall, c'est la porte d'entrée. Donc à partir du moment où plus de choses va être détectées sur la partie firewall, moins le service IT, une fois que c'est passé, c'est dans votre système. Et forcément, c'est d'autres outils. Et du coup, il y a certainement de l'intervention aussi peut-être humaine qui doit être faite. Donc c'est un gain de temps auquel l'équipe IT va être délaissée de ce côté-là. Alors, je voudrais faire une précision. Comme vous l'avez compris, c'est un objet dans le pare-feu. Donc, vous avez une première règle et puis vous ajoutez cet objet-là. Et après, cet objet, vous en faites ce que vous voulez. Nous, on propose des versions d'évaluation. C'est pour ça qu'on a fait cette présentation pendant ce salon. C'est qu'en fait, ça ne mange pas de pain d'essayer pendant 1 mois. Vous regardez. Vraiment, et ça se fait en prod. 3 clics de souris, ça se fait en prod. On est là à votre écoute pour vous donner en fait les accès, pour que vous puissiez récupérer la liste. Même si ça ne vous intéresse pas à la fin du mois, ça vous donne une idée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont arrivées sur votre pare-feu, vous l'avez enrichi d'une liste. Bon. Alors il faut pas la garder après la version d'évaluation. Et mon collègue a tout à fait raison. Et ça, c'est un gros problème avec les constructeurs de pare-feu, on va dire mainstream. C'est qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont faites par ventousage. Donc vous avez un WordPress qui est ouvert. L'entreprise qui a hébergé ce WordPress, elle n'est pas du tout au courant. Le pirate se met dessus, il attaque à partir de ce serveur. Et il attaque pendant 1 heure. Après, il s'en va. Donc effectivement, pendant juste 1 heure, cette adresse IP, elle est illégitime. Mais elle redevient légitime. Parce que l'attaque est terminée. Et il n'y a pas de raison que la personne qui n'était même pas au courant que son site était devenu une ventouse, qui soit bannie de l'ensemble de la population mondiale des pare-feux de Fortinet. Donc c'est un peu le problème qu'ils ont, c'est des fausses alertes qui ne sont pas vraiment des fausses alertes. Mais leur temps de mise à jour est tellement long qu'ils ne peuvent pas se permettre, ils doivent être sûrs de bloquer une IP qui a une résonance et une résistance. Voilà. La dernière gros point fort, avantage, c'est qu'aujourd'hui elle est accessible à tous. Que ce soit des entreprises TPE, PME, un grand compte, middle market, à partir du moment où vous avez une compatibilité avec vos firewalls, vous pouvez injecter justement ce service, cette intelligence-là pour justement augmenter et pas dédié uniquement pour du 440. Et donc c'est là où ça va être la grosse différence, c'est qu'on va pouvoir s'adresser à tout type de clients. Côté licensing aussi, voilà, on va avoir et on va comptabiliser nous en nombre d'utilisateurs qui se connectent sur le firewall, qui veut dire que derrière, si vous avez 3, 4, 5 firewalls, peu importe, on va comptabiliser en termes d'utilisateurs, package d'utilisateurs. Donc voilà, on a un format différent qui peut être aussi à la fois économique parce que derrière, admettons, vous avez 300 utilisateurs, vous avez 2 firewalls, demain vous voulez un 3e, vous ne repercez pas du tout, on va dire, à la caisse pour payer. À partir du moment où vous restez stable en termes, on va dire, de quantité d'utilisateurs, voilà, vous ne bougez pas en termes de licence. Est-ce que pour vous, voilà, ça a été clair et est-ce que vous avez des questions? On est là justement avec David pour y répondre. N'hésitez pas à lever la main et à la limite, je vais vous passer le micro. Donc une question. Je m'excuse, j'en ai 3, mais ça va être très simple. Allez-y. Donc la première, c'est, j'ai pas vu le taux d'amélioration pour les pare-feux Checkpoint. Donc j'ai bien vu qu'ils sont compatibles. Maintenant, j'ai pas vu le taux, j'ai vu pour Palo. Donc si on peut également avoir une idée pour Checkpoint.
Ensuite, est-ce que la solution est compatible avec les petits pare-feux, notamment les pare-feux de PME? Il y en a chez Fortinet, il y en a chez Checkpoint, donc parfois il y a des restrictions en termes d'intégration. Donc s'ils sont compatibles avec cette taille de pare-feu ou ces gammes-là, chez Forti, ça doit être les E ou les D. Ensuite, est-ce que la solution est adaptable pour les MSP? C'est-à-dire qu'un fournisseur de services managés pourrait s'en servir pour gérer plusieurs clients à la fois. Alors la première question concernant en fait les tests sur les autres firewalls, non, on ne les a pas tous faits, d'accord. Et c'est pour ça qu'on vous invite de l'autre côté à tester par rapport aussi à votre infra si vous le souhaitez. D'accord. On a fait juste un échantillon étant donné qu'en plus les pare-feux mettent à jour, on va dire, leur OS. Voilà, on n'a pas updaté de ce côté-là. Certainement dans les semaines ou mois à venir, voilà, on aura certainement d'autres tests, mais à ce moment, voilà, on n'a pas fait d'autres tests. Deuxième question, c'était sur les petits firewalls de petite capacité. Il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de... Et ils n'ont pas de restriction sur ce cas de figure, ils n'ont pas de restriction. À partir du moment où vous êtes sur leur FortiGate, sur leur dernière génération, est intégré en fait derrière connecteur externe. Voilà, vous retrouvez sur le menu et vous verrez sur le champ à gauche en bas. Je crois qu'il y a une restriction sur Fortinet. Par contre, Fortinet, on ne peut pas injecter plus de 5000 IP en même temps. Mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas l'objectif de notre liste, en fait. Et la dernière, oui, tout à fait. En licensing, je n'ai pas évoqué, on a la possibilité de proposer pour les partenaires MSP, MSSP, un licensing pour justement couvrir tous les clients. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une ou plusieurs? Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous retrouver sur notre stand pour, voilà, si vous souhaitez dialoguer avec nous, en savoir un peu plus ou tester nos solutions. On n'hésitera pas en tout cas à vous envoyer un petit mail. Voilà, et si vous souhaitez parler un peu plus, ce sera avec grand plaisir. Merci.